Mhm. vraiment, c'est là que je me suis intéressé au mouvement et je me suis rendu compte que j'envoyais vraiment trop les hanches. Je finissais, tu sais, l'épaule excessivement en arrière. Je partais vraiment trop vers l'arrière et c'est là que vraiment j'ai eu ce déclic et me dire qu'il faut que je retrouve plus de verticalité, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une meilleure trajectoire, une meilleure utilisation de mes jambes. Au début, je faisais vraiment partie de ces personnes-là qui font le mouvement en dos parce que quand je faisais de la musculation, je bouffais que du deadlift. Et j'avais tout simplement une mauvaise posture, ouais, carrément de départ. Toute l'haltéro, Mhm. du lundi au vendredi, chaque jour, je squatte. Chaque jour, je squatte. Le mercredi, parfois, je me fais une petite pause. Voilà, j'essaye de garder un volume d'entraînement quand même qui reste cohérent. Mais finalement, en enlevant tout ce que je faisais habituellement sur l'haltéro, ça me permet quand même de voilà, trouver quelque chose de logique derrière. Et je ne pense pas pour le moment tomber dans le surentraînement. J'essaie de faire ça bien. Et je combine avec beaucoup de muscu. Donc, voilà, vraiment, j'essaie de faire très simple. Et je me dis, je vais dans le vif du sujet. Salut Gaël, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Salut Sean, bien écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation, en tout cas c'est cool voilà, comme je t'ai raconté, on respecte le couvre-feu, donc faut rentrer à l'heure et la semaine prochaine peut-être le troisième confinement, mais c'est pas grave, on reste positif, on reste positif. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, c'est bien de garder un esprit positif malgré les difficultés du moment. Écoute, ça va bien, j'ai de la chance, je peux aller chez mes clients, je voyage un petit peu, j'ai le rameur dans le coffre, donc c'est un petit peu le cirque ambulant Ah oui, ces jours-ci, mais alors non, ouais, ouais. Mais écoute, c'est ça ou je reste à la maison et je me plains, donc faut s'adapter, ouais. Tu as la barre, les haltères et tout, ouais, le comme choix, il Baudouin. est. Ouais, j'ai pas d'haltère, enfin, j'ai pas de barre ou quoi que ce soit, mais j'ai le minimum pour faire quelque chose. Donc, au moins, Ouais, on c'est peut. ça, comme on dit, il faut s'adapter, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas Ouais, trop de choix de toute façon. c'est ça, exactement. Écoute, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, je coach en haltéro principalement. C'est vraiment ma spécialité. Donc, j'ai été diplômé en STAPS, du coup, en tant que préparateur physique. J'ai passé ma licence. Et aujourd'hui, donc, j'ai développé une programmation en ligne. C'est comme ça que je pense que tu as dû me trouver, justement, par rapport à la prog haltéro, qui est faite Mhm. principalement par les crossfitters. Et voilà, tout simplement. Ok, super. Donc, on va commencer par le début. Comment est-ce que tu as découvert l'haltéro? Ah, alors, c'est la longue histoire. Alors, moi, à la base, je faisais du rugby. Donc, c'est vraiment mon sport de base. Mhm. J'ai commencé vraiment jeune, vraiment le plus jeune possible. Donc j'étais à Agen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est petit Agen, c'est entre Toulouse et Bordeaux en gros. Et donc à fond dans le rugby. Puis j'ai enchaîné pas mal de blessures. Je n'ai pas trouvé la petite excuse de j'ai failli passer pro, je suis fait les croisés, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé quand même. C'est vrai que Ouais. j'ai enchaîné quand même pas mal de bonnes blessures. Mhm. Finalement, je suis mal revenu. Voilà, je trouve pas excuse, tu vois, j'ai pas réussi à retrouver mon niveau, Mhm. j'accepte. Et j'étais vraiment écœuré, vraiment tu sais, ça me prenait le moral, j'étais pas content. Du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, j'arrête le rugby, ça m'énerve. Et du coup, je suis passé à autre chose. En parallèle, ça tombait bien parce que je partais d'Agen justement pour aller à Bordeaux pour les études, pour Mhm. STAPS. Mhm. J'ai essayé de me relancer dans un plus petit club, façon de parler. Voilà, je ne le mets pas en dessous, c'est juste que c'est vrai que c'était un niveau un peu en dessous. Mais moi-même, je me trouvais nul, tout simplement. J'avais pas retrouvé des bonnes sensations. Ouais. Donc, du coup, voilà, vraiment écœuré, j'arrête en même temps. Et un peu par hasard, je suis le grand frère, voilà, je suis le petit frère, je suis mon grand frère dans une salle de musculation et je me dis c'est vrai que c'est cool. Et de base, c'est vrai que j'aimais bien quand même à travers le rugby, tu sais, le côté un peu musculation. Quand tu es plus jeune, tu es toujours attiré par ça, tu Ouais. te dis Ouais. oh, j'ai un peu de balèze comme eux, j'ai envie de remplir le Ouais, t-shirt. Et surtout que suivant la culture du club, c'est un petit peu interdit pour les jeunes et tout, donc t'as envie d'y c'est aller. vrai que Ouais. nous, Ouais. c'était pas vraiment mis en avant, tu vois, mais Mhm. on avait quand même aussi au lycée, on avait en sport-études, on pouvait avoir un peu accès à la salle de musculation. Moi, l'été aussi, j'aimais bien, tu sais, je prenais des petites, des petites attaches pour faire les pompes et tout. Et Ouais, ouais. j'étais content. Ouais. Je faisais tous les jours avec biceps. C'était pas trop construit au début. Au début, c'était pas construit. Je connaissais rien, comme tout le monde, Ouais. on commence tous. Et voilà. Donc après, donc j'arrive dans le fitness park. Je fais un peu de musculation, donc traditionnel au début, vraiment en mode bodybuilder en quelque sorte, façon de parler. Mais c'est vrai Mhm. que j'étais pas trop attiré par ce côté justement, tu sais, trop. Moi, j'étais plus attiré par le côté athlétique qu'on peut retrouver chez un rugbyman, et Mhm. c'est plus ça qui m'attirait. Et un peu par hasard, je tombe sur une vidéo YouTube et j'avais vu une vidéo avec Ben Smith, Matt Fraser et tout. Et je me suis dit, ah, ça, c'est stylé comme ça me plaît. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer. Et c'est vrai que Mhm. du coup, je me suis lancé dans un fitness park, donc je peux te dire que les gens ils me regardaient en mode,
Il fait quoi lui là-bas? J'essaie d'apprendre les tractions, tu sais. Ouais, ouais, Au début, en plus, ça ressemble à rien, surtout quand tu sais pas le faire, c'est ouais. normal, tu apprends. Et j'ai essayé de regarder un peu des tutos partout sur YouTube. Et moi-même, finalement, j'ai pris goût un peu à vraiment à apprendre tout seul. C'est vraiment ce qui me plaisait. Après, c'est sûr que je ne recommande pas ça à tout le monde parce que tu passes par des étapes où tu fais n'importe quoi. Mhm. Je me suis un peu fait mal au dos une fois au tout début en faisant des gros deadlifts, n'importe comment. Et Ouais. je l'assume, hein. Je l'assume totalement. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des coachs, c'est important. Et donc voilà, je prends vraiment goût au CrossFit dans un premier temps, Mhm. après la muscu, pour retrouver ce côté un peu plus, tu bouges, des sensations un peu que j'avais au rugby, similaires. Comme tu peux voir d'ailleurs, il y a d'anciens rugbyman souvent en CrossFit. Notre meilleur français, par exemple, Woody George, il était à Lyon au rugby. On Mhm. en pas mal comme ça. Et, finalement, je me rends compte quand même que d'entraînement en entraînement, je me dis, Gaël, mais tu te mens un peu à toi-même. C'est vrai que tu fais pas trop de cardio, tu fais pas trop de gym, tu fais tous les jours du snatch. Là, je me suis dit, bon, j'assume, je suis haltéro. Du Ouais, coup, je ouais. me suis dit, je continue à fond dans l'haltéro. Et finalement, j'étais encore dans le fitness park. Donc, c'était pas vraiment l'endroit propice à faire de l'haltérophilie. Mhm. Tu sais, le sol était bien mou, c'est pas des vrais barres d'haltéro, il Ouais. n'y a pas les marques. Pour le turnover, pour la rotation, enfin, voilà, les Ça- roulements, c'est pas ça. Mais au début, tu te plains pas, tu sais, tu es motivé, tu vas à fond. C'est vrai C'est qu'aujourd'hui, quand ça. j'y vais, je me dis, maintenant, je suis un peu plus, tu sais, oh, ça me plaît pas, le sol, c'est ça. Avant, je n'étais pas comme ça. Ouais, Donc, ouais. mais avec du recul, je me dis que c'est là que j'ai évolué le plus de manière générale, tu vois, même moi, ma façon c'est là que j'ai appris mon coaching. Parce que vraiment, j'ai jamais été coaché, je suis jamais allé dans une salle d'haltéro. Mhm. J'ai fait ça vraiment tout seul. Et finalement, c'est en apprenant de tes erreurs que petit à petit, tu te construis. Voilà. C'était qui tes plus grosses influences dans l'haltéro au début? Alors, au début, c'est vrai que sur YouTube, quand tu écris Altéro. Après, il y a tout ce qui est littérature aussi, je vais en parler après. Mais Mhm. d'abord, en premier lieu, je regardais vraiment YouTube. Je suis très visuel, moi j'ai besoin de voir. Mhm. Et j'aimais beaucoup quand même voir les vidéos de Klokov. Il en a fait pas mal, tu sais, où il explique étape par étape un peu les phases de progression. Donc, Mhm. certains, des fois, n'aiment pas trop sa vision des choses. Après, il faut toujours essayer. Après, t'en tires le son toi-même. Mhm. Et sinon, niveau littérature, bah, j'ai beaucoup aimé un livre de Catalyst Athlétique. Alors, c'était en anglais à l'époque. Alors, je parle pas très bien anglais, mais je le maîtrise quand même un peu. Donc, c'est vrai que j'étais un peu plus lent pour le lire, mais je l'ai lu en entier. C'est vrai qu'il était assez costaud. Vraiment, ça reprend tous les fondamentaux. Ouais. Et dans un second temps, j'ai lu celui de Ma Strength, avec le bon accent. Ma Strength, donc plutôt l'haltérophilie chinoise. D'ailleurs, ils Ouais, ont fait ouais. récemment les traductions, tout en français. Mhm. Ouais, c'est pas mal. Déjà, c'est une bonne base. Déjà, si tu lis, je pense, ces deux livres, tu as quand même une bonne base. Et à côté de Mhm. ça, tu pratiques, tu essayes de réfléchir sur ça, c'est cool. Est-ce que tu arriverais à peut-être décrire pour ceux qui sont pas autant immergés dans le monde de l'haltéro que toi, peut-être les différences ou les nuances entre une approche à la chinoise, à la russe, Klokov, à l'américaine avec Catalyst Athletics. C'est vrai que c'est intéressant parce que en gros, chaque élément est un courant de pensée en lui-même avec certaines façons de voir les choses, de faire les choses, position, etc. Et des fois, les gens, ils se battent pour dire ouais, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Comment toi, C'est tu vrai. vois la chose? Alors, moi, je dirais pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais il y en a quand même une autre que j'aime un peu moins, c'est les Américains. Je trouve que les Américains, c'est très, tu sais, ce côté un peu bourrin, je trouve, où les placements de départ, c'est pieds parallèles, c'est un peu en mode on fait le tirage au plus fort comme si c'était un deadlift, après un shrug et un squat, allez, c'est bon, l'haltéro, c'est fini. J'exagère, bien sûr, tu retrouves des très bons athlètes, on est d'accord, Ouais. mais je généralise, quoi. Vraiment, c'est pour donner une image. Mhm. À côté de ça, vraiment, il y a les deux écoles, on va dire, principales, c'est quand même l'école russe et l'école chinoise. Mhm. Il y en a une, d'un point de vue pédagogique, j'aime beaucoup pour les débutants, et pas que, parfois ça marche pour d'autres aussi, mais principalement pour les débutants, c'est celle qui est russe. Parce qu'en gros, ils apprennent par cette intention de saut, et c'est vrai que le fait de comparer l'haltéro, le tirage donc d'un épaulé ou d'un arraché, le comparer à son hauteur, on retrouve vraiment beaucoup de similitudes au niveau de la Mhm. triple extension, la verticalité, l'explosivité d'ailleurs qu'on a au cours d'un saut en hauteur. Donc vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Mais à côté de ça, moi, personnellement, j'ai plus de préférence pour l'haltérophilie chinoise parce que moi, ça me convient bien à moi. Voilà, moi, je me sens bien quand je fais du no-fit, sans Mhm. déplacement de pied, Mhm. euh, ou alors parfois un tout petit déplacement, mais je reste proche de la surface du sol. Mhm. Pour certains, ça peut être intéressant aussi. En gros, pour résumer, moi, quand j'ai quelqu'un qui commence, j'aime bien lui dire
Je le compare avec le saut en hauteur. Sur mes séminaires, à chaque fois, j'en parle. Je leur dis, voilà, c'est comme un saut en hauteur. Si je vois que cette information-là est utile, je laisse faire ce petit saut, c'est pas grave, il explose. Moi, c'est ce que je veux voir vraiment. C'est vraiment une belle explosivité, une belle verticalité, qu'il utilise bien l'extension des genoux et tout, qui est souvent pas trop apparente. Mm. Et ça me convient bien. Par contre, parfois, pour certains, ce que je vois, c'est des genoux qui ne sont pas tendus et les pieds ont déjà décollé de la surface du sol. Et là, je me dis, c'est problématique, parce que je lui donne cette notion de saut, mais finalement, il ne va pas au bout des choses, il ne finit pas l'extension. Et c'est là que finalement, la méthode chinoise, le fait de rester longtemps donc, avec la surface du sol, vraiment pousser longtemps avec le pied, ça peut vraiment permettre d'appuyer plus longtemps, de vraiment appuyer plus ce tirage, et parfois, on va chercher plus d'extension. Donc, au final, pour moi, les deux écoles fonctionnent. Je pense que si tu as un bon coach, il faut juste adapter son discours par rapport à la personne que tu as en face de toi, tout simplement. Après, c'est vrai que personnellement, j'ai une petite préférence pour la chinoise, mais juste parce que moi, ça me convient bien. Est-ce que tu penses que l'anthropométrie de l'athlète a un impact sur quelle voie utiliser pour lui apprendre à lever, le taille des Ouais. leviers, etc. Oui et non. Oui et non. Je pense que malgré tout, tu vois, certes, il y a des morphologies qui vont permettre plus facilement de se distinguer sur du haut niveau en haltéro, même s'il y a toujours des exceptions. Mais je considère quand même que sur les principes de base, sur ce qu'on recherche, qu'on parte sur une méthode, une école plus russe ou plus chinoise, je ne vois pas vraiment forcément de vraies différences sur ce côté-là. C'est plus pour exceller au niveau, par contre, que oui, il y a certaines morphologies qui sont privilégiées. Comme moi, avec mes 1m74, je pense que si je voulais percer dans le basket, ce serait compliqué. À mon avis, c'est compliqué. On a chacun un certain potentiel dans certains sports, mais pas tous. On a toujours ces personnes qui nous disent ouais, mais Tony Parker, il est petit. Ouais, mais il n'est pas si petit que ça au final. Hein, il est pas si petit que... Ouais, c'est exactement ça. Si tu devais décrire tes erreurs au début, quand tu as commencé l'haltéro, tu l'as découvert, tu as essayé, tu as appris un petit peu tout seul, comme tu l'as dit, autodidacte, quelles étaient tes principales erreurs dont tu as appris pour en arriver où tu es maintenant? Clairement, en fait, l'erreur, c'est que je voulais voir la chose vraiment trop simplement. Donc, je me disais, je fais un deadlift, un shrug et un squat. Un peu comme j'ai dit tout à l'heure pour décrire l'école américaine, mais j'exagère bien sûr. Et avec du recul, je me suis rendu compte que voilà, le fait de partir fesses un peu trop haute, ça ne te favorise pas forcément chez un moteur en jambes. Après, tu risques d'envoyer un peu trop tôt les hanches. Enfin bref, la mécanique du mouvement ne sera pas bonne. Tu vas repousser la barre vers l'avant. J'avais des bleus sur les cuisses carrément. Tu sais, beaucoup de bleus sur les cuisses, dans les hanches aussi, sur le snatch. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Mes réceptions, elles étaient hasardeuses. En soi, la barre n'était pas forcément lourde après avoir fait vraiment pas mal d'entraînement au bout de 3-4 mois, mais je voyais que c'était trop approximatif. Je pouvais très bien rater un 70%, comme d'un coup réussir 80%. Il n'y avait pas vraiment de sens, c'était pas régulier du tout. Donc, principalement, l'erreur, c'est que j'ai vu la chose trop simplement au début, comme beaucoup de personnes au final. Et donc, pour peut-être les non-initiés, comment est-ce que tu décrirais un tirage en épaulé ou en arraché comparé à un deadlift? Comparé à un deadlift. En gros, deadlift, pour moi, déjà de base au niveau de la position des pieds, on est plutôt pieds parallèles. On a quand même des études aussi, des études qui montrent que c'est vraiment ce placement-là qui permet d'optimiser vos chances de soulever la barre jusqu'aux hanches. Mais ce que je dis souvent aux personnes que j'entraîne, pensez la finalité du mouvement. La finalité du mouvement des lifts, les placements qu'on va dire, c'est pour amener la barre aux hanches. C'est vrai qu'à l'épaulé ou l'arraché, la finalité n'est absolument pas la même. Il y a une continuité dans le mouvement, une certaine fluidité à avoir. Et avec ces placements-là, c'est peut-être pas le mieux. Donc déjà, voilà, des lifts traditionnels, fesses un peu plus hautes pour réduire un peu l'amplitude du mouvement, vraiment partir en hanche. Certes, on va utiliser quand même les jambes, bien sûr, mais vraiment, c'est pas du tout le même mouvement. Tandis que sur l'haltéro, finalement, on est fesses un peu plus basses. Alors, pas trop non plus, sinon on a un centre de gravité trop en talon, c'est pas productif non plus pour avoir une bonne poussée de jambes. Mais on a plus d'ouverture aussi. Souvent, on a un regard aussi qui est bien vers l'avant, comparé aux lifts de force athlétique où on peut se permettre de pencher la tête. Mais c'est vraiment deux positions totalement différentes. Et moi, c'est ce que je vois souvent finalement chez le crossfitter, souvent en séminaire, en boxe. Je leur dis, faites attention, voilà, le départ d'haltérophilie et les répétitions que vous faites au cours d'un WOD ou sur une charge lourde pour un deadlift traditionnel, c'est vraiment deux choses différentes. Et on finit par s'en rendre compte de toute façon que la technique, elle flanche à un moment.
Ouais, c'est un petit peu la difficulté, je pense, de mettre de l'intensité trop tôt dans ces mouvements très techniques quand tu es en train de te développer. C'est que tu n'as pas le temps justement de prendre ton temps et de le faire correctement et de vraiment engrainer ce mouvement dès le départ. Tu te retrouves à faire des 30 reps, des 50 reps sur un snatch Voilà. super léger qui ressemble à rien. Euh, et au final, ça ne va pas avoir de transfert sur ton arraché une fois que ça devient un petit peu plus lourd. Clairement, c'est ça. Tu n'as plus du tout de transfert parce que la position que tu as habituellement sur du léger, finalement, tu compenses toutes les erreurs, peut-être avec un gros tirage de bras, tu rattrapes tout comme ça, mais après, ça ne pardonne pas. Ouais, sur du plus lourd, ça, tu ne peux pas faire autrement. Et là, il faut vraiment être précis, chirurgical. Et c'est là que tu vois, typiquement, tu prends un Fraser, tu vois, sur du haut niveau, Mhm. il va vraiment adapter à chaque fois sa position. S'il part sur un Isabelle, donc le WOD avec 30 snatch léger, voilà, il va tout faire en dos, c'est pas grave finalement, parce que il fait ça en force de bras. C'est comme ça que tu vas vite dans ce sport et Voilà, dans c'est comme ça que tu vas vite. Et ouais. ils ont raison de faire comme ça, justement. C'est sûr qu'il ne Mhm. serait pas temps sinon. Donc, c'est logique. Mais après, c'est vrai que sur une autre épreuve, s'il a une barre max ou qui s'y rapproche, il va s'adapter, il se repositionne bien, propre. Et c'est là qu'on voit vraiment aussi un athlète plus complet sur ce point-là. Mhm. Mm. Sur ton parcours de développement en tant qu'haltérophile, quels ont été tes gros déclics en cours de route qui t'ont vraiment aidé à avancer ou à passer des caps? Gros déclic. Alors, au début, j'étais trop un peu, tu sais, je pensais un peu tête baissée. Je me disais, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas. On se posera des questions, mais plus tard. Et à un moment, je me suis dit, la barre, elle part toujours devant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Mhm. vraiment, c'est là que je me suis intéressé au mouvement et je me suis rendu compte que j'envoyais vraiment trop les hanches. Je finissais, tu sais, l'épaule excessivement en arrière. Je partais vraiment trop vers l'arrière. Et c'est là que vraiment j'ai eu ce déclic et de me dire qu'il faut que je retrouve plus de verticalité. Ce qui m'a permis d'avoir vraiment une meilleure trajectoire, une meilleure utilisation des jambes. Au début, je faisais vraiment partie de ces personnes-là qui font le mouvement en dos parce que quand je faisais de la musculation, je bouffais que du deadlift. Deadlift, Mhm. deadlift, deadlift. Donc, fesses un peu plus hautes. Et j'avais tout simplement une mauvaise posture, ouais, carrément de départ. Est-ce qu'il y a d'autres moments clés qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ton développement dans le sport? Comme ça, là, non, pas forcément. Ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'ai eu un déclic aussi sur la force. Au début, j'adorais tellement l'haltéro que je voulais juste faire du snatch de l'épaulé jeté, du snatch de l'épaulé jeté. Mhm. Et un jour, je réceptionne un épaulé, les étoiles, les étoiles, vraiment trop dur de remonter. Et en fait, j'étais toujours avec et c'est toujours le cas aujourd'hui. En gros, mon 1RM clean, c'est mon 1RM front squat. Un peu gênant, tu vois. C'est joli, tu tires la barre, tu remontes, mais après, pour faire un jeté et pour avoir envie de progresser, c'est un peu. Puis c'est stressant avant de commencer ta barre quand tu sais que tu vas tirer ton front Mhm. squat et tu te dis déjà ça va piquer. Donc, ouais, une fois, j'ai eu une barre où limite j'ai fait un malaise, quoi. Vraiment, je voyais noir et tout. Là, je me suis dit, Ouais. elle, on va se mettre au squat. Sérieusement, au lieu de faire juste une séance de squat par semaine. Bon, ça remonte, c'était il y a longtemps, finalement, au tout début, quand j'ai commencé. Et à un moment, je me suis dit, bon, il va falloir se structurer mieux que ça. Une partie force, une partie altéro, une partie info, etc. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, peut-être on peut partir dans ces détails-là. Comment est-ce que tu structures ton entraînement autour des levées principaux, mouvements accessoires peut-être, mais peut-être les variations de levées, tout ce qui est entraînement en force et ensuite, comme tu l'as mentionné, mouvements complémentaires de manière, on va dire, préparation générale physique. Comment est-ce que tu structures ton entraînement par rapport à ça? Alors, moi, on va dire un petit schéma qui me va bien et que je mets souvent dans ma programmation, même si parfois j'essaie de varier aussi un peu pour casser la routine. Mais il y en a un principal quand même que j'aime bien. C'est en gros, il y a 4 entraînements par semaine. Mhm. Donc, ça paraît léger, mais bon, c'est quand même des entraînements qui peuvent durer ouais, une bonne heure et demie, 2 heures, tu sais, si tu allonges un peu. Et à chaque fois, donc, il y a 2 séances plutôt snatch et 2 séances plutôt clean and jerk. Mhm. Sur le jour 1, je vais plutôt être sur une partie technique. J'essaye de, on va dire, bien lancer la machine, lui donner des bonnes informations motrices, faire plein de petits mouvements semi-techniques. Donc là, vraiment, je découpe, je découpe, je découpe. Je fais plein de petits mouvements semi-techniques. Parfois, je les combine, je fais des complexes, Mhm. etc. Donc ça, c'est voilà, suivant comment je programme un cycle ou un microcycle. Et le lendemain, j'essaie de me dire, OK, j'ai acquis des bonnes informations motrices, j'essaie de les retranscrire et là, je passe sur l'étape un peu plus lourde. Donc, voilà, vraiment là, après, c'est des schémas classiques. Tu sais, vraiment, ça va être par exemple snatch lourd, ensuite, ça va être tirage lourd, Mhm. du squat avec un peu de bulgare derrière, un peu de plio.
c'est un exemple. Et après, je refais un peu ça, on va dire, dans le même principe pour le clean and jerk. Donc, une partie vraiment technique, après une partie un peu plus lourde. Mhm. Ça, souvent, ça me va bien. C'est ce qui me permet quand même de. Oh, j'aime bien, je sens vraiment que c'est structuré, c'est carré, j'aime bien. Et pour le renfort, j'essaie vraiment de cibler un peu mes points faibles. Je donne un exemple. Hein. En fin de tirage, au snatch, par exemple, j'ai du mal un peu à garder la barre proche du corps. Je me fais vite embarquer vers l'arrière. Clairement, s'il me manque des dorsaux, tu vois, des dorsaux pour vraiment bien mener la barre et je me fais facilement embarquer, tout ce qui est chaîne postérieure et tout. Moi, j'hésite pas à vraiment mettre l'accent encore plus sur ça. Maintenant, de manière générale, c'est sûr que sur une prog, par exemple, vraiment, on utilise tout le monde, j'essaye tout simplement d'équilibrer le corps en adéquation avec l'haltérophilie. C'est sûr que je ne vais peut-être pas forcément leur faire travailler énormément les pecs, c'est pas le plus utile. On va rarement retrouver du développé couché, c'est pas ce qui va vous faire un gros arraché. Pour certains aussi qui sont très raides, ça peut être c'est pas forcément le mieux non plus niveau mobilité, déjà que c'est compliqué. Donc voilà, des petites choses comme ça. J'insiste aussi sur tout ce qui est petits muscles, souvent qu'on oublie, tu sais, Mhm. fixateurs d'omoplate, etc., qui sont souvent pas trop travaillés. Donc moi, j'hésite pas à mettre l'accent aussi sur tout ça. Prévention de blessures, des choses que je vois moi-même quand je suis avec mon kiné. C'est toujours cool, quoi. Ouais, donc, tu l'as dit avant, tu as potentiellement un petit déficit en force sur ton front squat. Est-ce Ouais, que ça, c'est quelque chose que tu essayes d'adresser ou tu penses que tu arrives à continuer à progresser en gardant un clean qui est égal à ton RM? ça, c'est gênant, quand même. Là, tu vois, je vais te dire, ça fait 2 ans que je stagne bien. Vraiment stagne. J'ai Ouais, quasiment pas augmenté les max depuis 2 ans. Vraiment, j'ai ouais, enfin, peut-être 5 kilos, c'est tout. Enfin, c'est tout. ouais. Je suis content quand même, mais tu vois, je sens vraiment ça stagne pas mal. Et il me manque vraiment de la force. Après, je t'avoue que aussi en 2 ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc, d'un point de vue professionnel, je me suis lancé. Tout ça, ça date de pile 2 ans. Mhm. Et donc, j'étais aussi focus sur d'autres choses et peut-être que j'étais un peu moins concentré sur moi-même. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident non plus de tout concilier. Donc, je me mets de côté, je me dis, je suis pas athlète, je suis coach, je m'arrête là. Je me dis, je suis déjà content de faire comme ça. Mhm. Si Mais tu, clairement, ouais, faut que j'améliore mon squat dans tous les cas. si tu décidais de peut-être dédier un petit peu plus de temps à progresser ton squat, à ton avis, combien de séances par semaine dédiées force, bas du corps, tu planifierais pour toi? Ah, c'est marrant, ça tombe à pic. Si tu veux, là, je me suis dit, 2021, nouveaux objectifs. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête l'haltéro, façon de parler. J'ai mis de côté toute l'haltéro. Mhm. Du lundi au vendredi, chaque jour, je squatte. Chaque jour, je squatte. Le mercredi, parfois, je me fais une petite pause. Voilà, j'essaye de garder un volume d'entraînement quand même qui reste cohérent. Mais finalement, en enlevant tout ce que je faisais habituellement sur l'haltéro, ça me permet quand même de voilà, trouver quelque chose de logique derrière. Et je ne pense pas pour le moment tomber dans le surentraînement. J'essaie de faire ça bien. Et je combine avec beaucoup de muscu. Donc, voilà, vraiment, j'essaie de faire très simple et je me dis, je vais dans le vif du sujet. Je vais me faire ça, je pense, bien 12 semaines. Au début, j'étais en mode, allez, je vais le faire qu'un mois. Non, non, faut progresser là. On va le faire vraiment sur une plus longue période. Donc là, c'est dur. Moi, il faut que je mette aussi mes envies de côté parce que moi, à la base, j'adore ce sport pour vraiment tu sais, ces sensations qu'on a quand on passe sur un snatch, c'est fun, quoi. Vraiment, c'est ce que j'aime, quoi. Et c'est vrai que, bon, je me dis, pour progresser, il faut passer aussi par autre chose. Des fois, faire des choses qu'on aime un peu moins bien et là, il faut, Mhm. faut faire. Voilà. Comment est-ce que tu abordes l'échauffement et comment est-ce que tu conseilles à tes athlètes aussi de structurer l'échauffement pour faire en sorte d'être prêt pour les lever dès le moment où il faut y aller? Ouais. Alors, déjà, dans un premier temps, je leur dis toujours que l'échauffement doit être quand même individualisé. Il y a des principes de base pour faire simple, façon de parler. Un peu ce qu'on faisait à l'école, tu sais, on roule de partout. Déjà, si tu échauffes un peu toutes les articulations, c'est déjà un bon point de départ. Mhm. Si tu mobilises aussi tes chevilles, etc., on va dire les grands classiques, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours cool de s'analyser, voir ce qui ne va pas. Je vais prendre mon cas personnel pour vraiment donner un exemple. Moi, au rugby, tu sais, je m'étais fracturé la clavicule et voilà, il y a eu un cal osseux, elle est plus courte. Mhm. Je suis vraiment asymétrique et des fois, j'ai un peu des problèmes de stabilité. Ça me crée facilement des contractures, ce que je compense avec trapèze supérieur. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit avec mon kiné et quand on arrive aussi à régler le problème. Et Mhm. j'hésite pas à faire pas mal de proprioception au sein de l'échauffement, toutes des petites choses comme ça. Vraiment, j'adapte par rapport à moi. Voilà, vraiment, pour moi, déjà, c'est l'essentiel, c'est adapter son échauffement par rapport aux problèmes qu'on a, si on a un petit problème genou, par-ci, par-là, faire un peu de. Typiquement, quand les genoux qui rentrent, ben, on fait un peu d'activation, on met un peu plus l'accent dessus. Un exemple parmi tant d'autres. Hein.
Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Pour ceux qui auraient peut-être une mobilité réduite, par exemple au niveau des chevilles, qu'est-ce que tu préconises comme approche pour essayer d'améliorer ça et de faire en sorte que ça ne devienne plus un facteur limitant? Justement, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un et c'est vrai que il y a plusieurs approches. Alors, il y en a certains, j'en fais un peu partie, je t'avoue, qui vont dire qu'il y a quand même des grosses prédispositions génétiques. Il y a quand même des grosses prédispositions génétiques et je pense que certes, on travaille, mais c'est difficile des fois aussi d'atteindre vraiment ce qu'on veut en termes de mobilité. Et pour la cheville, moi personnellement, en fait, c'est mon gros point faible. Si tu veux, j'ai tout le reste, ça va, c'est mobile, ça va bien. Et pour la cheville, j'ai testé pas mal de choses différentes. Bon, des fois, je fais les choses très simples. Donc, tu sais, au début, je masse un peu avec la barre ou avec une balle. Ensuite, j'essaie de faire un peu de dynamique. Ensuite, je cherche à appuyer un peu plus avec une charge additionnelle. Voilà, des grands classiques, mais c'est pas toujours ce que. Voilà, je vois pas forcément une énorme progression non plus, tu vois, si je suis honnête avec moi-même. Mais je pense qu'il faut quand même le faire. Dans tous les cas, c'est mieux que rien. Mais niveau mobilité, tout le monde peut progresser en soi. Faut pas non plus, par rapport à ce que je viens de dire, faut pas non plus voir. Faut pas être pessimiste. On peut vraiment progresser. Maintenant, c'est sûr qu'on a tous plus ou moins des facilités. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui soit voulait travailler avec toi en coaching, soit voulait suivre ta prog, mais qui avait tellement peu de mobilité disponible que c'était simplement pas sûr pour eux de commencer le programme ou l'entraînement? Alors, non, mais alors, j'ai deux réponses. En gros, ceux qui viennent vers moi pour la programmation en ligne, souvent, ils ont des bases quand même en haltéro ou en crossfit. Ils viennent vers moi vraiment pour compléter leur pratique et souvent, voilà, vraiment, ils sont à l'aise sur ça, il n'y a aucun problème. Ils cherchent à perfectionner, certes, mais il y a vraiment les bases qui sont là pour pouvoir. Par contre, j'ai déjà eu des personnes en coaching, du coup, en salle de sport, qui voulaient s'essayer et c'est vrai que c'était compliqué. Donc, du coup, au début, j'utilisais les haltères un peu pour garder ce côté un peu dynamique, mais bon, c'est pas le mouvement avec barre, c'est différent. Et à côté, voilà, je lui dis, voilà, tu as un petit protocole, essaie vraiment de bien l'appliquer. On voit ce que ça donne dans 2 mois, mais je peux pas te faire réceptionner des snatchs devant, sinon tu vas te blesser l'épaule à force, c'est pas possible, quoi. Donc, faut être réaliste aussi. On met souvent, tu sais, le socle en bas, on met souvent mobilité. C'est vrai que si tu n'es pas magicien, quoi, si la personne elle est pas mobile du tout, tu peux pas débloquer ça sur une séance, quoi. Vraiment, il faut faire un gros travail en amont. Et après, pour le coup, je dirais limite voir un kiné, vraiment quelqu'un de spécialisé dans le domaine, c'est toujours mieux qu'un coach, même s'il est censé aussi avoir des connaissances dessus. En termes de récup autour des entraînements, comment est-ce que toi tu structures ça et qu'est-ce que tu préconises pour tes athlètes en général? Alors moi, je suis un peu vieille école sur ça, très simple. Tu sais, on dit souvent bien s'hydrater, bonne alimentation, bien dormir. C'est vrai que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu t'entraînes bien, si ta planif elle est correcte, déjà si tu ne tombes pas dans le surentraînement, si à côté de ça, tu dors bien, voilà, tu as tes heures de sommeil, tu manges correctement, tu t'hydrates bien, je pense qu'en général, ça tourne bien. Ouais. Ouais, en général, les gens, ils aiment bien chercher les gadgets, les petits trucs Ouais, qui les ont l'air astuces les miraculeuses, ouais, non. les Je pense pas que ça astuces. existe Ouais. réellement. Je pense pas que ça existe réellement, malheureusement. Alors, si déjà tu dors bien, tu manges bien, Ouais, c'est déjà c'est une trois grande quarts étape, du hein, vraiment. travail. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des périodes où, tu sais, j'enlevais juste, enfin juste, c'est beaucoup finalement. Tu sais, 2 heures de sommeil chaque jour, déjà sur la semaine, c'est Mhm. cumulé, c'est quand même une grosse différence. Mhm. Ah, tu le sens direct hein, sur tes barres.
J'ai déjà eu des fois une nuit où je dors pas bien, le lendemain, je devais faire du lourd. Avant, je fonçais tête baissée, maintenant, je me dis, ça sert à rien, en fait. T'as beau avoir la volonté que tu veux, si ton corps il est out, il est out. Je veux parler un petit peu de ta prog d'haltéro. Donc, comment est-ce que tu abordes une nouvelle personne qui va venir et qui est intéressée à suivre ton programme? Quel est le processus d'entrée et d'accompagnement ensuite? Alors, pour commencer, je lui demande déjà quels sont ses objectifs, la base. Euh, la plupart du temps, je tombe vraiment sur un crossfitter qui me dit Gaël, j'en ai marre, j'ai pas de barre en haltéro. Pour les Open, j'étais bloqué, je pouvais pas finir le WOD, il me Ouais. manquait. Voilà. Je lui dis ok, pas de panique, tranquille. Mais donc aujourd'hui, tu fais quoi déjà dans ta semaine? Est-ce que tu veux stopper le crossfit, faire vraiment que l'haltéro? Auquel cas, je te dis bon, fais les 4 séances de la programmation, ça marche, tu vas pas être dans le surentraînement, c'est bon. Je parle souvent de surentraînement parce que comme tu dois le savoir, beaucoup de personnes foncent vraiment tête baissée et Mhm. c'est dommage que finalement ils vont se blesser ou alors s'ils ne se blessent pas, ils se démotivent parce que vraiment il n'y a plus d'énergie. Donc déjà c'est la base. Je leur demande un peu comment est structurer leur semaine. Euh, si jamais on me dit je veux continuer le crossfit, c'est souvent le cas, je dis ok, tu as, bon, deux solutions. Soit première solution, donc moi ma programmation je l'ai construite avec 2 séances plutôt techniques et 2 séances plutôt puissance-force. Comme j'ai dit au début, c'est un peu le template que je m'étais fait. Donc Mhm. une séance arrachée plutôt légère, une séance arrachée lourde, etc. Pareil pour le clean and jerk. Donc dans un premier cas de figure, je vais dire à la personne, tu viens me voir, on s'attarde uniquement sur la technique. Tu continues à faire ta crossfit. Nous, on fait que du léger, comme ça ne crée pas trop d'interférences, ça ne va pas trop impacter ton nerveux Mhm. et tout se passe bien. Voilà, on se concentre que sur le côté technique. Tu m'envoies des vidéos, je te fais les retours. S'il faut, je te rajoute un exercice à intégrer en fin d'échauffement pour vraiment travailler sur un défaut précis. Il y en a d'autres, pour le coup, qui ont une technique peut-être correcte, mais qui ont un gros déficit de force. Là, je leur dis, OK, il faut plutôt que tu structures, tu aies suffisamment de tirage lourd par semaine, les squats, vraiment les fondamentaux, le pilier essentiel pour développer ses performances Mhm. d'haltéro. Mais cette même personne souvent me dit ouais, mais je veux continuer quand même vraiment mon crossfit à fond. Je lui dis ouais, mais fais attention parce que si moi je te fais faire du squat lourd et que toi derrière derrière tu me fais plein de encore des squats lourds dans un WOD ou alors des gros power clean très très lourds, je dis nerveusement, ça, à force, ça va vraiment piquer. Finalement, c'est plus du tout productif. Là, je lui dis, c'est plus productif. Du coup, je lui dis, gère ta partie CrossFit, essaye de supprimer au mieux les charges lourdes, garde tes parties cardio, tes skills sur la gym, etc. Et Mhm. vraiment, on intègre vraiment mon socle force juste à moi pour faire les choses bien. Donc voilà, ça dépend vraiment des profils, mais on trouve toujours un moyen de s'adapter. C'est pour ça justement qu'à la base aussi, j'avais fait cette construction de prog. Je trouve qu'il va bien. Ça me permet vraiment d'être assez malléable par rapport au profil que j'ai en face de moi. Mhm. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus communément quand tu as des crossfitters qui viennent chez toi pour améliorer leur haltéro? Quelles sont les fautes que tu vois le plus souvent? Alors du coup, on en a un peu parlé juste avant. Mhm. C'est déjà les positions de départ. Souvent, c'est fesses un peu trop hautes, fesses un peu trop hautes, ce qu'on retrouve. On l'a pas mal expliqué avant. Donc, au cours d'un WOD, on fait plein de snatch, Ouais. on fait tout en hanche, en hanche, en hanche. On baisse jamais les fesses. Vraiment, on a voilà, un mauvais placement qui va créer plein d'erreurs par la suite. On pourrait en citer plein. Mais donc voilà, déjà, c'est la première erreur. Donc déjà, dans un premier temps, je le resitue, je lui dis quelle position de départ il faut adopter en altéro pour pouvoir réussir. Et ensuite, un deuxième défaut, c'est les fins d'extension. Souvent, tu retrouves quand même des fins d'extension faites quasiment uniquement en hanche, mais ça rejoint un peu l'idée que j'ai dit juste avant. Hein. C'est le Mhm. fait de partir fesse trop haute. Souvent, tu vas pouvoir utiliser quasiment côté hanche. C'est dur de finir le mouvement en jambe. Mais parfois, il y en a aussi certains qui partent fesse basse, mais qui à la fin ont tellement l'habitude de ce schéma moteur hanche. Je fais les mes kettlebell swing, etc. On peut aussi citer plein de mouvements Mhm. que ça se répercute et ça s'automatise sur leur mouvement d'haltéro. Et du coup, il faut recréer un bon schéma moteur à partir de la prog haltéro. Et essayer de leur dire aussi d'éviter un peu tous ces mouvements-là aussi dans la semaine, si possible dans leur voie, d'éviter de faire peut-être 150 kettlebell swing juste avant, juste avant avoir fait la séance d'haltéro, parce que le but justement de l'haltéro, de tous les mouvements techniques, c'est vraiment créer des automatismes, créer un schéma moteur. Et si juste derrière, on donne d'autres informations vraiment totalement contraires, c'est un peu dommage, ça gâche un peu le travail. Donc j'essaie aussi un peu des fois de restructurer un peu leur WOD, leur dire ce qu'ils pourraient améliorer au niveau de la construction. Mhm. Pour ce qui est de l'accompagnement de tes athlètes que tu coaches,
au niveau psychologique, au niveau du mindset, comment est-ce que tu abordes le fait de coacher à distance? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des gens qui Ouais. s'entraînent sans que tu puisses superviser ce qui se passe. Donc, comment est-ce que tu gères cet aspect-là? Alors, moi, ce que je leur dis à chaque fois, je leur dis, c'est vrai qu'en 2021, côté pratique, on a quand même des bons outils. Si tu te filmes bien, moi, je peux faire des arrêts images, t'envoyer un screenshot, te dire ça c'était bien, ça c'est moins bien. Donc déjà, à chaque fois, vraiment, je vise. Je lui dis, n'hésite pas, envoie-moi des vidéos. Il y en a certains qui Mhm. sont un peu timides au début, ils veulent pas trop t'envoyer de vidéos. Mais après, je leur dis vraiment, tu verras, il y a vraiment un bon bénéfice derrière ça. Donc, moi, mon but dans un second temps, c'est vraiment qu'ils prennent conscience de ces erreurs qu'il effectue au cours de ses tirages, lui dire comment les corriger, et essayer de rendre l'athlète, on va dire, intelligent en quelque sorte, vraiment voilà, qu'il comprenne ses erreurs, qu'il comprenne aussi comment on va réussir à les corriger, par quel intermédiaire, euh, Mhm. tous les semi-techniques, etc. Vraiment prendre conscience de ça. Est-ce que tu t'abordes l'aspect visualisation au niveau psychologique pour ce qui est des barres lourdes, des 1RM, des, des, des gens qui veulent aller chercher des records perso? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu travailles un petit peu? Ouais, alors très clairement, je ne suis pas spécialisé, voilà, en psycho du sport et tout. Maintenant, c'est sûr que on le voyait aussi quand on était en STAPS, tout ce qui est visualisation, c'est quelque chose d'intéressant. Quand j'ai certaines personnes qui bloquent, qui ont peur un peu de chuter, j'essaie de donner des petits tips, voilà, pour essayer de pallier à ça. Et c'est vrai que ça peut faire partie justement la visualisation de petits tips qui peuvent permettre, voilà, de créer un petit déclic, comme leur dire aussi de faire des exercices de chute stricts. Ça leur permet de prendre conscience qu'ils peuvent être rapides, explosifs, Mhm. bien loquer un overhead, plein de petites choses comme ça. On arrive souvent à créer un déclic avec le temps. Ouais, il y a un truc qui me revient à l'esprit, c'était un des seuls interviews que j'ai trouvé avec Elia Ellen. À l'époque, je crois que il faisait un séminaire avec Clock-Off aux États-Unis. Ils avaient fait un podcast ensemble et il parlait de comment il abordait une barre sur la plateforme. Il disait que la plupart des gens, à son avis, négligeaient la partie psychologique dans le sens où lui, quand il arrivait sur une plateforme avec une barre, avec un record olympique, avec un record du monde, il avait déjà levé la barre 1000 fois dans sa tête. Il avait Ouais, déjà senti l'odeur de la salle, ressentir l'énergie avec le public, avec les lumières, avec le son, la magnésie dans les mains, le feeling de la barre sur les mains, jusqu'au point où en fait c'était juste une rep de plus, il l'avait déjà tellement fait. Et ça m'avait assez marqué au niveau psychologique. ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu parles justement de Ilin et Klokov juste après. Ilin, pour le coup, c'est vrai qu'il part hyper rapidement. Donc, juste tout ce processus-là mental, il doit le faire vraiment en amont. Et à Ouais, côté, tu as vraiment l'opposé, Klokov, qui peut se poser, tu as l'impression, pendant 1 minute, c'est juste ça. avant de partir. Ouais, c'est l'opposé de style. Mais chacun, je pense, dans tous les cas, tout altéro fait ce processus-là. C'est vrai que moi aussi, à chaque fois que je pars sur une barre, je me dis, je m'imagine en train de la faire. Si j'ai pas ce petit moment-là, t'attends un peu, il vient, allez, boum, je soulève la barre. C'est un peu ça. Mm. Ouais, c'est vrai que j'apprécie que tu relèves ça. Hélène, c'est vrai qu'il y a, surtout dans ces vidéos un petit peu plus, je dis récentes, mais je dirais celle d'il y a 2, 3 ans en arrière, la dernière fois, quand je suivais encore pas mal, c'est vrai qu'il avait une capacité à danser, à faire un peu n'importe quoi à l'entraînement. Ouais, c'est vrai. Il posait ses mains sur la barre et d'un coup, c'était un mort de faim, quoi. Ça Je veux part dire, direct. Ouais. instantanément, c'était assez impressionnant. Et comme tu dis, Klokov, il s'assied au fond de son squat. Mm. T'as l'impression qu'il attend la pluie et à un moment donné, à un moment donné, il va. C'est assez intéressant. C'est deux approches différentes avec au final deux athlètes qui ont un niveau qui est assez extraordinaire. Voilà. Et pourtant, comme tu dis, Ilin, il parlait vraiment qu'il faisait aussi la visualisation. Mhm. Et pourtant, on pourrait croire que non. Et finalement, si. Ouais, ouais. Finalement, si, ouais. Chacun sa façon d'être aussi. Ouais. Je vais On peut la revenir travailler bien avant. Je vais revenir sur l'aspect vidéo que tu as mentionné. Au niveau du feedback, ça, je pense que c'est un point à relever parce que je travaille aussi avec quelques personnes en ligne et c'est vrai que je leur dis toujours, le plus toi tu m'envoies d'informations, le mieux moi je peux te coacher. Si tu fais le Clairement. programme dans ton coin et que tu m'envoies rien, bah écoute, je peux t'écrire la suite, mais par contre, j'ai aucune base de travail et je peux te donner aucun feedback. Par contre, le plus de vidéos tu m'envoies, eh ben moi je peux te donner du feedback et continuer à progresser comme ça, quoi. Non, c'est clair. Je dis souvent aux athlètes que j'ai, je ne veux pas juste te donner un bout de papier et tu fais ça dans ton coin. Clairement, envoie-moi des vidéos. Même moi, personnellement, certes, c'est plus de travail, mais je prends plus de plaisir aussi à faire ce travail-là et je me sens plus utile. Euh,
en plus, vraiment, comme je dis, aujourd'hui, on peut faire des choses vraiment cool, quoi. En dehors juste des vocaux où on parle, on peut faire des screenshots. En ce Mhm. moment, j'aime bien aussi prendre un petit balai à serpillière. Je me filme, je lui dis, voilà, tu vois, ce que tu fais là, c'est pas bien, tu pourrais te mettre autrement, etc. Mhm. Non, on peut vraiment bien travailler aussi à distance, mais il faut qu'en face, on joue le jeu aussi. On peut pas tout faire, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui suivent une prog en ligne avec un coach à l'autre bout, envoyez des vidéos, ça vous Clairement. servira et ça Ouais. vous aidera à progresser énormément. Je veux parler un petit peu CrossFit avec toi maintenant. Donc, tu as un peu découvert l'haltéro au travers du CrossFit, c'est juste? Ouais, clairement, ouais. Ouais. Totalement. Ouais. Parcours très similaire au mien, j'avais fait la même chose. J'avais découvert le CrossFit en partant au Canada et j'avais Ah, jamais eu aucun intérêt à faire de la compète en CrossFit. Par contre, l'haltéro, ça m'avait bien branché. Donc, je l'avais fait pendant un petit moment. À l'heure actuelle, dans le CrossFit, on est en 2021, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît un petit peu moins? alors, ce qui me plaît dans un premier temps, c'est que sans eux, je ne travaillerais pas aujourd'hui. Déjà, pour commencer, merci CrossFit. Moi, personnellement, ça m'a fait découvrir une passion d'haltéro. Mm. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dedans. Donc, déjà, rien que ça, super, merci CrossFit. Ça a vraiment mis en avant l'haltéro parce que c'est vrai que je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas, en France, tu sens que bon, c'est quand même un peu. Ça fait un peu vieille école l'haltérophilie. Quand tu le vois, ça fait un peu, à premier abord, les gens, c'est des gros bourrins qui tirent des barres. Voilà. Et finalement, grâce au CrossFit, ça a donné un côté un peu plus stylé en quelque sorte pour les Mm. jeunes. Ils s'intéressent un peu plus. Ça, on peut pas le cacher. Euh, Maintenant, ce que j'aime un peu moins dans le CrossFit, maintenant, c'est constructif ce que je dis, hein. On peut un peu tout critiquer de manière générale, Mm. c'est qu'il y a certains schémas de construction de WOD, certains mouvements que je n'aime pas forcément. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est butterfly pull-ups et tout, je ne vais pas faire un peu cette personne qui a un salle de sport de musculation qui critique, voilà, un peu les deux camps. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop fan. Personnellement, je trouve que ce n'est pas le top niveau santé. Euh, Mm. Bien sûr, ça peut être relativement bien fait, mais il faut pas le nier quand même, ça reste assez traumatisant pour le corps. Je dis souvent aux personnes, tu sais, moi, quand je faisais du rugby, quand je savais que c'était pas santé quand on se rentrait dedans, quoi. Donc, Mm. faut aussi être réaliste. C'est pas grave, c'est un sport comme un autre. Mais maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aime un peu moins bien. Typiquement, ce que j'ai dit avant, moi, du coup, maintenant qui est très altéro, puriste, technique et tout, quand je vois des boîtes comme Isabelle, tout fait en dos, je suis pas forcément fan. Ouais, je suis pas Mm. forcément fan. Donc, il y a des petits schémas, des petits mouvements que j'aime pas forcément. Maintenant, il y a aussi des très bonnes choses au CrossFit, donc c'est cool. Mm. Qu'est-ce que tu penses du niveau en haltéro des meilleurs dans le sport à l'heure actuelle? Au niveau technique, au niveau exécution? Bah, moi, il m'impressionne en fait. Alors, il m'impressionne au niveau des performances, techniquement moins, bien sûr. Ouais, Mhm. techniquement moins. Mais au niveau des performances, à chaque fois, je me dis, waouh, il a, en gros, moi, on se compare souvent à nous-mêmes, hein. Je me dis, ouais, il a les mêmes barres que moi, alors que moi, je suis que ça et tout. Je sais que je me débrouille pas trop mal sans voilà, être excellent non plus, Mhm. sans prétention. Je me dis que je me débrouille pas mal. Je me dis, waouh, il fait plus que moi, ou alors il fait pareil que moi. Et à côté, par contre, il te fait un marathon et tout. Et je me dis, moi, je pourrais faire que 200 mètres maintenant. C'est mort, hein. J'ai beau avoir fait du rugby avant, je peux t'assurer que là, si je vais courir 200 mètres, je suis tétanisé, j'ai les mollets, je tremble et tout, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne, c'est ouais, de les voir forts partout, tout simplement. Et puis, je me dis, waouh. Après, techniquement, c'est sûr que des fois, c'est bon, c'est pas très joli, hein. Est-ce qu'il y a peut-être des erreurs techniques ou des défauts techniques que tu vois qui sont un peu redondants chez les meilleurs en CrossFit? Peut-être qu'ils sont juste dus au fait qu'ils doivent être calés dans tellement de compétences différentes, ou peut-être qu'ils ont peut-être des détails encore à régler sur leur levée, à ton avis? Un peu ce que j'ai dit avant, voilà, souvent ce côté altéro, maintenant, tu as l'impression que, mais même dans le coaching, tu l'entends dans les salles de CrossFit, que ce soit enfin, du coaching adhérent, tout adhérent, ou alors de coach tout adhérent, tu Mhm. entends toujours hanche, hanche, fais l'extension des hanches, fais l'extension des hanches. Et c'est là que je me dis qu'il y a quand même une petite incompréhension dans le mouvement. On dirait qu'on ne parle jamais des genoux. À la base, c'est vraiment la triple extension, genou, cheville, hanche. Mhm. On pointe toujours du doigt hanche, et ça, c'est vraiment le truc qui me surprend le plus. Souvent, je me dis waouh. Et ça amène plein de défauts, hein. Souvent, on voit les mecs accrocher un peu trop tôt aussi, du coup, des bras pour ramener la barre proche du corps, tellement ils ont fusillé la barre avec les hanches, elle est partie vers l'avant pour vite rattraper avec le tirage. Donc, ouais. Et souvent, moi, c'est ça vraiment le défaut principal qui m'étonne le plus.
Est-ce qu'il y a peut-être d'autres disciplines ou d'autres sports que tu cherches à explorer un petit peu, toi, en tant que préparateur physique, en tant que coach, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent? Ouais, carrément, bah, comme tu peux t'en douter, du coup, c'est le rugby. C'est vrai que ça me plairait de ouais, voir comment ça peut aussi se faire dans ma semaine au niveau des heures, hein. Mais Mhm. c'est vrai que j'aimerais bien mettre un pied dans le rugby au niveau préparation physique. Alors, est-ce que ce serait l'accompagnement pour un joueur en réathlétisation euh, ou pas? Ou est-ce que vraiment c'est sur un plan plus général? Je sais pas, mais j'aimerais bien, ouais, peut-être. Je vais doucement aussi. Je me dis que j'ai commencé il y a 2 ans à faire tout ça. C'est vraiment récent. Des fois, Mhm. j'essaie de me dire, Gaël, tranquille, tranquille. Mais ouais, dans les années à venir, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Donc tu dis ça fait que entre guillemets 2 ans que tu fais ça. Pour toi, quels ont été tes plus gros développements au niveau personnel dans ce temps-là? Euh, c'est dur ça comme question. Le plus gros développement, je dirais un peu sur tous les plans au final, parce que c'est vrai que j'étais vraiment jeune dans ce sport-là. Donc déjà, rien que les connaissances, vraiment Mhm. les connaissances, j'étais jeune dans ce sport-là. On va dire que j'ai eu aussi le culot de vite me lancer à faire des petits séminaires et tout. Donc, il faut apprendre aussi à bien parler, avoir une bonne pédagogie, être précis dans ce que tu dis. C'est pas forcément évident au début. Maintenant, tu apprends sur le tas, hein. Mhm. Et rien que ça, déjà, je suis content. Ouais. Rien que ça, je suis content. Ouais. Est-ce qu'il y a des perspectives que tu avais peut-être au départ en tant que jeune coach euh, à propos desquelles tu as changé de bord ou tu as complètement changé d'avis depuis que tu as commencé? Tu aurais un exemple dans lequel, par exemple, ce serait sur Par quoi? exemple, tu pensais que X n'était pas bien avant et que Y c'était mieux et que maintenant tu as inversé les X et les Y. Là, comme ça me parle pas trop au niveau de la question. Je ne saurais pas trop quoi répondre. Je saurais pas trop quoi répondre. Il y a pas de problème, on peut absolument passer à autre chose. Donc, tu as parlé rugby, prépa physique rugby. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce domaine-là? Euh, La polyvalence déjà, vraiment développer plein de qualités physiques différentes. Ce qu'on Mhm. retrouve typiquement du coup chez un crossfitter, je trouve ça quand même assez classe d'un point de vue athlète, quand même d'être bon un peu de partout. Je trouve ça Mhm. cool. Personnellement, c'est pas ce que je fais en ce moment, mais d'un point de vue extérieur, quand même, je trouve ça vraiment chouette. Et, euh, et c'est vrai que le rugby, je trouve que c'est vraiment le sport qui représente bien ça. Euh, et c'est, comme j'ai dit, je faisais le parallélisme un peu crossfit rugby. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de bons crossfitters qui sont passés par le rugby, parce que c'est vraiment un sport qui demande le développement de plein de qualités physiques. Ouais. Tu as continué à suivre un peu le rugby pendant ce temps-là en termes Ouais, de... carrément. Je regarde Ouais. toujours les matchs à la télé. Ouais, je fais que ça, ouais. Je Tu, regarde plus de rugby à la télé que d'haltéro, en tout cas. tu suis qui Ouais. à l'heure actuelle? Bon, à Agen, quand même, tu vois, j'étais à Agen. Bon, Ouais. maintenant, cette saison, c'est compliqué. Ils sont derniers, ils sont au 14. Bon, c'est toujours compliqué au niveau des moyens pour Agen, même si la formation, elle est bonne. Mhm. Meilleure formation française, attention, je fais quand même. J'étais fort chauvin. Et après, bon, pas loin, il y a Toulouse, tu vois, comme tu peux voir toi aussi, que je pense qu'il aime le rugby. Moi, Mhm. ça joue bien le rugby, c'est joli. Il n'y a rien à dire, hein. Ouais. Depuis que tu as commencé, donc tu as, pas mal de perspectives dans le rugby. Pour toi, au niveau développement athlétique des joueurs, qu'est-ce que tu as vu qui a changé ces quelques dernières années peut-être ou entre le moment où tu as commencé et maintenant? Ouais, tout est plus rapide et tout tape plus fort. Quand tu regardes la dernière Coupe du Monde, c'est vrai que quand tu prends une équipe comme l'Afrique du Sud, c'est l'intensité de jeu quand même. Avant, tu sais, il y a ces deux écoles, souvent le jeu de main, ça joue bien au rugby. C'est vrai que Mhm. maintenant, il y a un vrai combat physique, tu le ressens sur le terrain. Euh, pour moi, les meilleures équipes sont quand même celles qui arrivent à faire les deux, bien sûr. Il ne faut pas forcément se mettre dans les deux cases. Quand tu prends des Néo-Zélandais, Sud-Africains et tout, malgré ce qu'on dit sur les Sud-Africains, ils savent jouer quand même au ballon. Je ne pense pas qu'ils seraient allés en Ouais. finale non plus quand même. Mais c'est vrai que voilà, tout tape plus fort, tout est plus rapide. C'est un rugby vraiment différent, quoi, clairement. Voilà. Mhm. Des fois, c'est même impressionnant. Ça peut faire un peu polémique, tu sais, au niveau des blessures, c'est vrai que les chocs sont quand même assez costauds, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, quand tu te prends un train de 120 kilos dans les dents à 30 km/h, ça rigole pas. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Des Est-ce fois, que, par rapport à la Coupe du Monde, est-ce que tu penses que Eddie Jones, le coach anglais, il avait prévu de battre les Blacks en finale et c'est pour ça qu'après la demi, ils n'avaient plus rien ils avaient plus rien sous le je pense pied? qu'ils ont fait une trop belle demi-finale, ils ont tout donné. Je trouve que c'est mauvais souvent ça dans une compétition de faire quand tu joues trop bien, généralement le match d'après, t'en perds. Ouais, Mhm. je pense pas que ça marche comme ça, mais c'est vrai qu'ils avaient sorti. Moi, je les voyais.
Moi, j'avais pronostiqué l'Angleterre quand même depuis le début. C'est une période où ils étaient vraiment forts. Et maintenant, la France pour la prochaine. La France pour la Il prochaine. y a des joueurs en France que tu suis un petit peu là de près qui peut-être sont des étoiles montantes qui sont en train de se développer au niveau de l'équipe nationale? Ouais, bon, elles sont déjà montantes parce qu'elles ont évolué très vite. Mais ouais, quand tu prends les Antoine Dupont, etc., c'est vrai que voilà, il y a toute une nouvelle génération d'équipe de France. Ouais, c'est cool à voir. En tout cas, moi qui étais à fond dans le rugby, c'est vrai que les dernières années pour l'équipe de France, c'était bon, c'était un peu compliqué. Et là, il y a Mhm. eu vraiment un renouveau. Ouais, c'est du beau jeu en plus, donc c'est cool. Ouais. Après, Gaël, en joueur, je dirais un peu tous. Ouais, franchement, il y a une nouvelle génération qui arrive. toute l'équipe, ouais, Toute l'équipe, ouais, non, franchement, de manière générale, il y a beaucoup de bons joueurs. Hein. Gaël, je voulais terminer avec quelques questions courtes pour toi. Donc, je t'invite à répondre de manière courte si possible. Si tu Ouais. veux élaborer un petit peu, tu peux. Première question, c'est qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle, soit en préparation physique, soit en haltérophilie? Euh, Tout simplement, aider les gens à parvenir sur leurs objectifs. Ouais, tout simplement. C'est Mhm. toujours gratifiant quand tu es coach de les voir être content, t'envoyer le petit message, j'ai réussi à faire mon max. Tu es content après aussi pour eux. Hein. Mhm. Pour toi, à l'entraînement, ton lever préféré? Snatch, direct. Snatch, ouais. Et pas Et power snatch, squat snatch. Ouais, j'aime pas le power pour les crossfitters, squat snatch. snatch. Euh, Ouais. le lever que tu préfères coacher? Snatch. Ouais, snatch, toujours Facile. snatch. Ouais. Tu peux pas. Je mets un veto. Tu peux pas dire snatch sur la prochaine. Ok, ça va. Ton complexe favori. Ah, complexe favori, ça va être pour le clean, ça va être deux halting clean deadlift pour parler en crossfitter. Ouais. Donc avec les épaules un peu devant, qui permet vraiment de justement supprimer un peu, tu sais, cet effet de j'envoie trop les hanches, Mhm. créer cette information motrice bien en jambes pour vraiment pallier à ce défaut qu'on voit souvent, comme on a dit avant, Mhm. et enchaîner d'un clean. Donc deux halting clean deadlift enchaîner d'un clean, ouais, j'aime bien ça, j'adore. Un livre à lire. Un livre à lire, celui de. Alors, je vais rester dans l'altéro, bien sûr. Celui de Ma Strength. Ouais, vraiment, j'avais bien aimé, il est pas mal. Hmm. Super. Et un coach à suivre? Un coach à suivre, bah, tiens, pareil, je vais être chauvin, je vais parler de la France. J'aime beaucoup Jocelyn Chanet, donc, qui fait des Mhm. programmations. Tu l'as eu dernièrement en podcast, j'ai vu. Donc, pour Viking Training, ouais, que j'aime bien, il fait des bonnes choses, je trouve. Donc, autant le mettre en avant. Ouais. Donc pour tous ceux qui écoutent et qui regardent, allez suivre Jocelyn. Et dernier, et tu peux pas dire celui-là, un podcast à écouter. Un podcast à écouter. Et je vais être très honnête, j'écoute pas trop de podcasts, ouais. Tout simplement, ouais. J'écoute pas trop de podcasts, donc je sais pas quoi dire. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un que tu suis sur YouTube ou un autre créateur que tu aimes bien regarder ou écouter? Hum, 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 hum. Euh, Tu as le droit de dire non. Ouais, j'aime bien quand même regarder les vidéos. Si, quand même. J'aime bien regarder les vidéos ou Grip, ATG Insta, où tu regardes Mhm. les beaux slow motion des reps haltéro. Et c'est là aussi que tu peux aussi admirer un peu toute la qualité technique des mouvements, ouais, carrément. Ouais, il fait du super bon boulot Ouais. avec les caméras. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est cool de pouvoir voir les levées au ralenti. Les phases d'entraînement aussi, avant qui précèdent aussi les semaines de Ouais. préparation, des fois tu vois un peu comment ils se préparent, ça donne des idées un peu comme toi tu pourrais faire. Hein, c'est pas Mhm. mal. Ouais, et ça m'a toujours fasciné le fait que, bah, notamment, Liu, il faisait des squats super lourds à 2-3 jours de la Oui, compète. c'est marrant que tu dis ça. J'ai déjà essayé de faire ça. Moi, nerveusement, ça me plombe direct. Je suis mort après. Donc, moi, j'ai déjà fait cette méthode-là. Personnellement, ça marche pas. Ouais, Moi, je mais suis école, semaine d'avant, je fais rien. Je joue aux ouais, jeux vidéo. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant pas que dans mes poids. Ouais. ouais, chaque personne a vraiment, tu dois trouver la façon de faire les choses pour toi et Mm. juste copier ce que font les champions, c'est rarement Ouais, la bonne copier-coller, solution hein, pour tout le c'est monde. pas la solution. Ouais. Même sur le Ouais, plan technique, il y en a certains qui veulent toujours dire je veux la même ouverture de pied, le même espacement. Non, 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 mhm. c'est toi. Il n'y a que toi qui compte. Ouais. C'est ça, c'est juste Gaël, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Gaël du bas Lefebvre, tout simplement. J'ai ma page aussi Barbell Rise. J'ai mon site internet au nom de Barbell Rise aussi. Et donc barbellrise.com, je pense que tu mettras dans la description de toute façon. Et, euh, Absolument. et c'est tout. C'est déjà pas mal. Super, bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, c'était un plaisir d'échanger Ouais, avec merci toi. à toi pour l'invitation. C'est cool en tout cas.
Super, je dis aussi un grand merci à tous ceux qui ont regardé et écouté cet épisode. N'oublie pas d'aller suivre Gaël sur Instagram, lien dans la description. Va aussi jeter un œil sur son site barbellrise.com. Et pour terminer, je veux juste dire un petit merci à notre sponsor pour cet épisode. Toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Salut!